Et on se trouve donc devant ce fameux chapitre 13, ce monument. Et on voit s'élever de la terre une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes, 10 diadèmes, sur ses têtes, des noms de blasphème. Cette bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme des pieds d'ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa force et sa grande puissance. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration suivant la bête. Alors ça, c'est l'introduction de la bête de la terre. La bête de la terre, donc, avec 7 têtes et 10 cornes, est une description qui a été choisie, je dirais, pour des temps récents, donc les temps à partir de l'Évangile, et où on parle justement de cette bête de la cette bête qui de la mer, excusez-moi donc, qui en fait a une grande puissance, mais que cette puissance lui a été donnée par quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, il faut savoir que chez les auteurs, tout le monde est à peu près formel sur le sujet, la mer, ça représente les peuples. Donc cette bête, en fait, a le pouvoir sur les peuples, et elle a une doctrine aussi. Et c'est là où on voit que nous nous retrouvons à travers, je dirais, des puissances, par exemple, si on prend Ménocus, il voit dans la tête, dans la bête, il voit bien dans la bête de la mer cette tête d'Icorne, donc lui voit Rome, les 7 collines du temps des Césars, et en même temps les 10 empereurs qui ont persécuté, qui ont fait les persécutions des martyrs qui a duré plus de 2 siècles. D'autres auteurs verront, comme Holzheiser, qui arrive plus tard. Bossuet, lui, voit ça, ce qui arrivera du temps de l'Antéchrist. D'autres y verront le protestantisme et l'islam comme le vénérable Holzheiser. En fait, toutes ces choses ne se contredisent pas. Et en fait, pourquoi? Parce que, par quel mystère en fait, le mode opératoire de ces gens, étant tirés de la même source, se passe toujours de la même manière, et ils sont quelque part tenus dans un mode opératoire, je dirais, que Dieu laisse faire pour que les hommes comprennent, voient et en tirent les leçons. C'est cette fameux, toujours que je répète, quoi, cette géométrie de l'histoire, où des éléments qui sont passés peuvent nous cacher des éléments à venir. Mais il y a un autre prophète qui est très intéressant, c'est Daniel, et qui nous décrit la même bête, et nous donne des détails d'ailleurs beaucoup plus importants. Mais avant de continuer sur cette bête, on va d'abord parler de cet autre détail, puisqu'on peut y voir l'Empire romain, et on va voir également que ça correspond exactement, si vous voulez, à ce qui s'est passé justement à la fin du temps des nations, qu'on vous a expliqué dans les 2 premières vidéos, où il y a certaines puissances, comme Rome en son temps, ont un rôle prépondérant dans un temps de l'histoire. Et s'il y a bien un peuple qui a un rôle prépondérant dans la chute des nations, figurez-vous, c'est bien l'Allemagne. Et quand on prend Daniel, lui, va nous dire que, en fait, ce sont 10 royaumes qui se partagent le pouvoir, et qu'il y a un 11e qui arrive, qui écrase tous les autres et qui prend le pouvoir. Et il décrit cette bête justement en expliquant également que
elle est comme un lion debout. Et bien, figurez-vous que, alors il décrit donc un léopard à un moment donné, avec les ailes coupées, et il nous donne un ours, il nous donne donc ce lion debout, etc. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé quand la Prusse, qui n'était rien, qui ne faisait pas partie de la Ligue allemande, alors ça ne s'appelait pas l'Allemagne, à l'époque c'était la Ligue, je cherche mon cahier, voilà. Bon, alors oui, donc je reprends, donc les léopards, bah oui, c'est tout simplement ce léopard que nous décrit Daniel, qui avait des ailes au-dessus de la tête, en fait, c'est que au départ, le blason de Guillaume le Conquérant, c'était 4 merlettes. Alors il faut bien suivre la science héraldique parce que n'oublions surtout pas que, par exemple, sur les prophéties de Saint Malachie, où on voit la fameuse prophétie des papes, toute la prophétie des papes est basée sur les blasons des papes. Donc le blason, c'est quelque chose de très important dans la prophétie. Donc ces animaux, l'ours, bah, bien sûr c'est l'ours russe, ça rentre dans la mythologie russe, puisque chez les Russes, les ancêtres, les premiers guerriers, Valigora et l'autre, là, ont été nourris par une ours, comme Romulus et Rémus étaient nourris par une louve. Donc les Anglais, bah, leur blason c'est un léopard. Et eh bien, il y en a une qui nous intéresse, nous particulièrement, quoi. C'est la Prusse. La Prusse qui va monter à partir de rien, puisque le duché de Prusse faisait même pas partie de la ligue de Smalcade. Donc en 1530, c'était rien du tout, quoi. Et donc c'était une 11e puissance qui n'a obtenu, qui a été déclarée souverain aux alentours de 1701 par là. Et petit à petit, elle va manger tout. Cette incroyable Prusse qui fera sa réunification sur le dos de la France en 1870 pour faire l'Allemagne, quoi, avec ce Kaiser, quoi. Et en fait, on voit donc que ben, cette Allemagne, quand même, a un rôle prépondérant dans l'histoire de la fin du temps des nations. Et c'est curieux que Daniel revient sur les mêmes descriptions donc de cette bête aux 7 têtes, aux 10 cornes, et les animaux qui la composent, etc. Puisque lui, Daniel, en fait, on voit bien qu'il cible l'Allemagne. Et l'Allemagne, effectivement, c'est historique. Bon, on sait très bien que ben, en 1917, on voit cette Allemagne, je veux dire, qui explose suite à cette guerre de 14-18, cette guerre vraiment très particulière, donc où il semblerait que nous arrivions à la fin du temps des nations. C'est assez difficile à discuter. Moi, je vous ai expliqué donc ce qui s'est passé exactement à la fin du temps des nations. Les prophéties sont formelles, que ce soit au niveau de ce qui s'est passé avec la déclaration Balfour, avec l'apparition de Fatima, avec la Première Guerre mondiale, c'est 1917, puisque les Américains sont rentrés en guerre en 1917, et la Révolution russe, bien entendu. Alors là, c'est encore plus extraordinaire. Donc tout le XXe siècle va être dominé vraiment par cet événement donc dont on peut dire que le protagonisme principal, c'est l'Allemagne. Donc c'est étonnant ça aurait été étonnant que Daniel nous le décrive pas, alors que c'est l'élément essentiel, cette fameuse petite pierre qui fait tomber le colosse au pied d'argile. Une pierre se détache, oui, un royaume s'est détaché. Ce royaume, bien entendu,
cette puissance de 10 royaumes qui est chassée par le 11e. Le 11e, c'est la Prusse, les 10 autres, qui chassent les 10 autres qui composaient la Ligue de Smalcald, et qui déclenche la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, où là, on rentre vraiment dans des temps historiques particuliers, on va dire, pas dire apocalyptiques. Donc, cette description de cette bête, c'est autant, on va dire, l'Empire romain, oui, elle correspond à cette description, mais l'histoire se répétant, on a exactement la même bête qui sort de l'abîme, cette puissance qui domine les peuples et qui arrive et qui provoque la chute du colosse. Et à ce moment-là, donc les nations explosent, et c'est d'autant plus intéressant que de façon occulte, parce que les gens voient l'histoire et s'imaginent que, en fait, ce Kaiser, Guillaume II, qui était le cousin germain du roi d'Angleterre et du tsar Nicolas II, sont donc 3 cousins qui se ressemblent d'ailleurs comme des frères, il y a une ressemblance absolument extraordinaire, on arrive à détruire les nations. En fait, ils sont victimes de quelque chose qui est au-dessus d'eux et que les gens ne voient pas. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit les événements qui arrivent, les gens se disent, cette histoire du Covid, mais comment ça se fait qu'une... Alors bon, on ne va pas reparler encore de ce Covid, de sa dangerosité, etc. Voilà, ça n'a pas provoqué une grosse surmortalité, puisque de toute façon, ce sont que des vieux qui meurent. Mais par contre, au niveau des dispositions qui sont prises, c'est avec étonnement qu'on voit ce numerus clausus qui est appliqué partout, les mêmes restrictions, les mêmes pertes de liberté, le même matraquage. Voilà. Donc, par-delà l'histoire de l'hexachloroquine, de tout ça, on peut voir, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'à ce moment-là, quand il dit dans l'Apocalypse que celui qui doit partir en captivité part en captivité, etc., quand on arrive dans ces événements importants, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voient clair, mais bon, on se rend compte également qu'à ce moment-là, la vérité, je veux dire, le mensonge se dénonce tout seul, quoi. Donc, oui, cette histoire de Covid, il y a une énorme mascarade, mais surtout, par-dessus tout, eh bien, il y a quand même, on voit bien qu'il y a un pouvoir occulte, parce que, par exemple, quand on voit ce pauvre professeur Raoul qui dit, mais l'histoire de la chloroquine, c'est le plus grand scandale qu'on ait jamais vu. Non, ça me rappelle quand j'écrivais le livre Le complot contre la santé, et que j'énumérais à peu près tous les scandales qu'il fallait mettre dans le livre, que je les décrivais à Claire Séverac, que je disais, voilà, faut mettre ça, faut mettre ça, faut mettre ça. J'ai dit, mais on ne peut pas le mettre. Mais je dis, si, normalement, faut le mettre, c'est un complot contre la santé. Alors, comme les gens n'arrivent pas à comprendre, parce qu'on les a tellement monopolisés sur le mot complot, ils n'arrivent pas à comprendre à ce moment-là qu'il y a un pouvoir occulte, mais très, 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 très haut. Alors, je vais rappeler quand même une anecdote qui est assez marrante. Avant cette Première Guerre mondiale, il y a eu un homme qui s'appelle tout à fait connu dans les cercles occultes, qui s'appelait Papus, et qui, lui, le plus tranquillement du monde, eh bien, avait prévu exactement avant l'attentat de Sarajevo tout ce qui allait se passer. Et je vais vous le citer texto, c'est simple. Je ne le retrouve pas. Voilà, ça tombe bien. Je n'ai pas Papus sous la main. Mais bon, de toute façon, il tenait un journal à l'époque et il a expliqué tout simplement que, on va détruire tout, on va détruire l'Allemagne. À la fin de la guerre, il y aura une guerre de toute façon, et elle va servir à détruire l'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie. On va faire les États
Unis d'Europe, et on l'a décidé avec des banquiers. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il vous dit. Alors bon, bien entendu, c'est des banquiers vertueux, un peu à la sauce Bill Gates, quoi, hein, des grands bienfaiteurs de l'humanité, quoi. Donc vous voyez, ces événements, comme les événements qui se passent aujourd'hui, ça s'est passé sous nos yeux déjà avant la Première Guerre mondiale, où il y a eu une énorme mascarade qui a provoqué donc cette explosion de 1917. Mais il y a d'autres personnes qui tout aussi célèbres. Je prendrai par exemple Benjamin Disraeli, quoi, qui est quand même Premier ministre de l'Angleterre, et qui écrit, donc vous pouvez le lire, hein, ça a été édité en 1844 quand même, dans Coningsby, La Nouvelle Génération, il dit texto, quoi, le monde est dirigé par des personnages très différents de ce qui est imaginé par ceux qui ne sont pas dans les coulisses. Les gouvernements d'aujourd'hui doivent traiter non seulement avec d'autres gouvernements, des empereurs, des rois et des ministres, mais également avec des sociétés secrètes sans scrupules qui ont leur argent partout et qui peuvent au tout dernier moment renverser les plans du dit gouvernement. Alors vous imaginez, ça c'était écrit en 1844, vous imaginez bien aujourd'hui que je vois que les gens ont à peu près compris que, je veux dire, c'est tout aussi facile d'acheter un homme politique, un président, qu'un scientifique. Vous l'avez vu, donc comprenez bien que ce témoignage des gens avant qui vous disent il y a un pouvoir occulte, eh bien, dites-vous bien que ce soit Saint Jean ou Daniel, eux, ils vous l'ont simplifié, quoi. Ils vous disent, mais ce pouvoir occulte, oui, il vient de la bête de la terre, de la bête de la mer, de la grande prostituée, du dragon, enfin tout ce qui sort des enfers, on va dire, tous ces esprits qui dirigent en fait les grands personnages. Et ces grands personnages sont tenus justement par des sociétés secrètes très nébuleuses. Alors, on peut se demander, mais ces sociétés secrètes, quoi, comment? Mais on connaît le forum de Davos, qui a décidé d'ailleurs qu'on ferait un grand reset là prochainement, mais ce n'est qu'une courroie de transmission. Après, vous pouvez voir les Bilderberger, le Club de Rome, mais il faut monter encore. Après, vous vous souviendrez que tous vos financiers, enfin tous les économistes sont formés à la London School of Economics, qui elle-même a été fabriquée par la Fabian Society, hein, c'est une émulation de la Fabian Society. Donc là, on a un projet tout à fait Fabian Society dont faisait partie, à ses départs, après ils se sont un peu disputés, dont faisait partie Karl Marx, et d'autres personnages absolument fabuleux comme Aldous Huxley ou George Orwell, et cette Fabian Society qui était encore une sous-loge de la Round Table de Cecil Rhodes, et qui elle-même était dirigée par une société encore plus haute qui s'appelait la Pilgrim Society. Donc vous voyez, plus on monte et plus vous dites, oui, oui, alors après, bon, vous avez la franc-maçonnerie, c'est le bac à sable, où on a des imbéciles quand même, qui aujourd'hui, on peut voir débattre à la télé, ou nous servir leur grande vérité philanthropique. Alors je vais me faire un plaisir de vous rappeler quand même ce qu'écrivait Oswald Wars. Hein. Je vous signale que ces deux livres, quoi. Hein. Donc c'est lui qui a été le fondateur et le directeur de la revue Le Symbolisme, hautement maçonnique, et il a écrit deux livres qui s'appellent L'idéal initiatique et Le livre du compagnon. Et voilà, il nous explique, voilà, on va écouter Oswald Wars, qu'est-ce qu'il nous dit? Solliciter l'initiation est chose grave, car un pacte est à signer. La signature, il est vrai, n'est pas formelle, visible ou extérieure. Elle ne s'impose pas à l'aide d'une plume trempée dans du sang, car purement morale et immatérielle. Il ne s'agit donc pas d'un marché conclu avec le diable, virgule, malin qui se laisse duper, mais d'un engagement bilatéral sérieux dont les clauses sont inéluctables. Ah, voilà, moi je dirais à la place de certains francs-maçons,
j'aurais une espèce de petite méfiance. Alors les gens ils vont dire ouais non mais oui oui on sait très bien que même bon c'est très médiatisé aujourd'hui. Il y a plein de stars du showbiz qui disent oui j'ai fait un pacte avec le diable. Bon le plus intéressant c'est Bob Dylan. Johnny Hallyday lui il pleurait, il avait peur à la fin de sa vie. Mais bon donc il y a des sociétés secrètes donc qui ont un pouvoir sur les peuples, oui, c'est exact. C'est pas discutable. Je ne vais pas vous faire une narration de 2 heures, mais voilà. Donc il y a des sociétés secrètes qui ont un pacte assez curieux avec le diable. Ça pourrait un peu, pour ceux qui s'intéressent aux histoires d'enfants disparus et de crimes rituels, et vous pouvez aller voir le témoignage des enfants du juge Roche, qui vous expliquera un petit peu ce qui se passe dans la pourristrature, la magistrature. Et en même temps, vous comprendrez qu'il y a une telle ramification, parce que les gens ils diraient, mais on devrait le voir, mais je leur réponds, mais ça vous saute aux yeux, seulement vous arrivez à avoir des parcelles, par-ci, par-là, et vous ne les recollez pas entre elles. Eh bien, toutes ces parcelles diaboliques que vous retrouverez dans les scandales de la santé, dans les scandales de la finance, dans les scandales de la guerre, dans les scandales de la révolution, dans tous les scandales que vous avez vus depuis le début de la vraiment où ça a vraiment éclaté, donc on va dire dès le début du XXe siècle, où je veux dire on est arrivé à des programmes hautement catastrophiques. Là on parlait en millions de morts. Avant c'était pas pensable que la guerre pouvait faire autant de millions de morts. Là on a passé un cap. Et toutes ces abominations, en fait, eh bien, c'est un petit peu ça, la bête de la terre. Alors maintenant, on va regarder encore un petit peu mieux cette bête de la terre.